Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour, cette Agora Live, la deuxième de ce deuxième confinement. Comme vous le savez, chez les JAM, on a décidé de consacrer, le mois qui se déroule, le mois de novembre, à la question des séparatismes parce que, le gouvernement, s'apprête à proposer un projet de loi, dans les prochaines semaines et donc, on s'est dit: «Qui mieux, que, un membre du gouvernement, en l'occurrence une membre du gouvernement pour venir, expliquer ce que, va contenir ce projet de loi. Donc je suis, très heureux, ce soir de recevoir, Marlène Schiappa qui est ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Merci Marlène d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir chez les JAM, encore une fois. Tu as 15 minutes avec nous et donc on va essayer dans ces 15 minutes d'apporter un maximum de réponses possibles aux questions que peuvent se poser les JAM sur ce sujet. Alors je te laisse tout de suite la parole en te proposant une première question qui est assez large, qui va nous permettre d'aborder le sujet de manière, globale. Qu'est-ce que signifie le terme séparatisme pour toi? Pourquoi est-ce qu'on a mis ce mot-là dans le débat? Et qu'est-ce que contient le projet de loi, les grands axes du projet de loi que va présenter le gouvernement, dans les prochaines semaines? Alors d'abord, bonsoir Ambroise et bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier les JAM pour votre engagement dans le débat public parce que je crois que particulièrement dans la période qu'on vit, on a vraiment beaucoup besoin d'avoir un débat d'idées animé et il n'y a pas tant d'organisations politiques qui le font et particulièrement pas tant d'organisations de jeunesse qui mènent le combat voilà, dans le débat d'idées sur ces sujets. Donc vraiment, merci à toi et à toute l'équipe des JAM pour tout ce que vous faites dans cette période au-delà. Sur le sujet séparatisme, d'abord, le président de la République a voulu, dans un premier temps, on parlait de communautarisme et de repli communautaire. Le président de la République a souhaité parler de séparatisme pour désigner l'ensemble des personnes qui avaient vocation à penser que la foi était à placer au-dessus de la loi et donc à s'organiser de façon hostile vis-à-vis des valeurs de la République. Et singulièrement, ce terme désigne le combat qu'on mène contre l'islamisme radical, pour reprendre l'expression du président de la République. Et puis maintenant, tu sais que la loi a évolué et le titre de la loi, désormais, ce sera Oui. une loi pour conforter les principes républicains, qui est une loi en positif. Ceux qui ont fait la campagne du président Emmanuel Macron en 2017 se souviennent qu'on était parmi les rares à faire campagne pour quelque chose de manière positive. Et donc notre volonté, c'est effectivement de défendre les principes républicains et de lutter contre l'islamisme, mais pas uniquement, parce que dans cette loi, il y a aussi des dispositions pour lutter contre les dérives sectaires, pour préserver les valeurs de la République et pour préserver la dignité humaine et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes via plusieurs dispositions. Alors du coup, si on rentre un peu dans le détail, tu parlais, de la dignité humaine en préservant l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est évidemment une question que tu connais bien au regard des fonctions que tu as occupées, précédemment et même au regard des attributions qui sont les tiennes aujourd'hui dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que ce texte y change pour, dans cette question de lutte pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes? Alors, plusieurs choses. D'abord, maintenant, on va créer un contrat d'engagement pour les associations. Les associations seront obligées d'y souscrire dès lors qu'elles veulent de l'argent public. Ce qu'on dit, c'est pas 1 euro d'argent public pour les amis de la République. Et il y aura un décret qui sera pris en Conseil d'État qui définira l'ensemble de ces valeurs de la République et des exigences minimales de la vie en société, parmi lesquelles l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire des organisations qui décident de mettre les femmes au banc pour des raisons religieuses, au banc de leur organisation. Des organisations où on dit que, par exemple, on ne serre pas la main des femmes, on ne les salue pas, etc., eh bien, elles ne pourront plus recevoir d'argent public. Et puis, par ailleurs, on va interdire les certificats de virginité, qui sont des vrais sujets. Je le dis parce que dès lors qu'on parle d'une violence qui est faite aux femmes, il y a toujours des gens pour dire que ça n'existe pas. C'était le cas quand on a parlé du harcèlement de rue. Il y a des gens qui nous ont dit c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas partout, c'est vieux. C'est le cas quand on a parlé des violences gynécologiques et obstétricales. Premier réflexe, ça a été de nous dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, jusqu'à ce que des milliers de témoignages de femmes prouvent que c'était un vrai sujet. Et c'est le cas pour les certificats de virginité, donc on commence à être habitué. Il y a des gens qui nous disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça existe, il y a un certain nombre d'organisations en France qui promeuvent le certificat de virginité. Et on peut rappeler notamment que, par exemple, c'est quelque chose qui est hélas en vogue, et je déplore de devoir utiliser cette expression, aux États-Unis, dans des sphères évangélistes qui viennent maintenant en France et où il y a des gens, des célébrités, notamment aux États-Unis, qui se vantent de faire certifier la virginité de leurs filles, de leurs femmes ou de leurs sœurs régulièrement. Et puis en France, ce que nous disent les associations, et j'étais juste avant en consultation avec des associations qui sont spécialisées dans l'accompagnement des femmes sur ces sujets, elles nous disent qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes que l'on oblige à aller certifier leur virginité. Nous considérons avec le président de la République, avec le gouvernement, avec Gérald Darmanin, qu'en 2020, faire certifier la virginité d'une fille ou d'une femme,
C'est absolument impossible, ça contrevient au grand principe de dignité humaine, et on considère qu'il n'est pas souhaitable que tout certificat médical qui n'a pas de rapport avec la santé du patient soit réalisé. D'ailleurs, je voudrais préciser qu'il y a parfois des certificats de Virginie de complaisance qui sont réalisés pour dédouaner des auteurs de viol ou d'agression sexuelle dans le milieu intrafamilial. Donc il n'y a que des bonnes raisons d'interdire les certificats de virginité. On veut aussi mieux lutter contre la polygamie, mieux lutter contre les mariages forcés, en renforçant la possibilité pour les ONG et les associations d'alerter sur les mariages forcés, et en obligeant les officiers d'état civil à procéder à un article 40 vis-à-vis du procureur de la République, c'est-à-dire à signaler dès lors qu'il y a un doute sur ces mariages forcés, après entretien individuel avec les deux parties séparément. Et puis enfin, on renforce le principe de réserve héréditaire. En France, il n'est pas possible de déshériter une fille ou l'un de ses enfants, mais il y a des trous dans la raquette du droit international. Quand vous êtes une citoyenne française et que vos parents sont d'une autre nationalité, par exemple, il peut encore arriver qu'ils décident de vous déshériter au profit de votre frère parce que vous êtes une fille. Donc nous, on crée un mécanisme compensatoire qui permettra de préserver les filles et les femmes sur ces grands sujets-là. Bah, écoute, je pense que le sujet est intéressant parce qu'il se trouve que dans ce superbe live, on voit en direct les commentaires et il y a des gens qui nous disent: «Ça n'existe pas les certificats de virginité». Preuve est faite qu'effectivement ça existe et qu'en plus c'est, le travail du gouvernement qui permet du coup de mettre à jour certaines pratiques, complètement, j'allais dire désuètes, mais le terme n'est pas assez fort, inacceptables que qu'on essaye d'interdire. J'ai la Je deuxième question si tu me permets, à Richard qui dit « Alors, on ne peut plus avoir de maîtresse ». Alors, je veux rassurer Richard. Richard, vous pouvez continuer à avoir une maîtresse. Votre vie privée, votre vie amoureuse et sexuelle ne nous regarde pas. Simplement, en France, la polygamie est interdite. On parle bien de la polygamie, donc du fait d'être marié à plusieurs personnes en même temps. Et donc, on ne donnera plus de titre de séjour aux personnes qui pratiquent la polygamie. Donc, Richard peut dormir tranquille et j'espère que sa femme ne regarde pas ce live. Oui, on espère aussi pour lui et pour sa femme. Alors du coup, la deuxième question, qui arrive, c'est, la question du lien avec les religions. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est au cœur de ce projet de loi. On a reçu mardi, Haïm Corsia, qui est le grand rabbin de France. On a reçu, Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. On recevra bientôt, Anouar Kibesh, qui est l'ancien président du CFCM. Tout ça pose la question de la place dans les religions dans le débat qui s'ouvre et j'aimerais commencer par une question peut-être un peu politique. On a vu, dans la classe politique, notamment Jean-Luc Mélenchon, accuser le gouvernement et accuser notre majorité de faire une loi contre les musulmans, si je résume, en bref, de dire que, notre politique était une politique de lutte contre, les musulmans dans leur globalité, faisant évidemment un amalgame qui est détestable dans la façon dont c'est présenté. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? En quoi ces affirmations sont-elles des mensonges et à quoi sert concrètement pour la religion ce projet de loi qui va être présenté? Moi, qui sont tenus par un certain nombre de leaders de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, il a quand même des propos que d'aucuns qualifieraient de racistes sur les Tchétchènes dans leur ensemble en faisant un amalgame un peu étrange. Et puis par ailleurs, dans la France insoumise, on a aussi une députée qui, lorsqu'on dit que ma collègue Sarah El Haïry a voulu faire chanter la Marseillaise à des jeunes, cette députée Danielle Obono, elle répond « Ah, la Marseillaise et tout ça, c'est un catéchisme républicain tout pété ». Alors c'est une citation, hein, je la mets entre guillemets, mais je crois que quand on considère que l'hymne national c'est un catéchisme républicain tout pété, ça montre quand même la vision qu'on a de la République et des valeurs de la République. Et les valeurs de la République, c'est quoi? L'idée, c'est pas répéter République, République, c'est dire que les valeurs de la République, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Et moi, je crois que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'être dans le pays qui a aboli les privilèges avec la Révolution de 1789. Ça veut dire quelque chose d'être dans le pays des philosophes des Lumières. Et ça veut dire quelque chose d'être dans le pays qui est une démocratie laïque, sociale, et qui est une république qui fait le distinguo entre les croyances et les prérogatives de l'État. Et les valeurs de la République, c'est aussi la laïcité, donc je crois que c'est important de le rappeler. Oui, certains font comme si c'était une loi anti-musulman. D'abord, je rappelle peut-être qu'au terme de l'article 2 de la loi de 1905, la République ne reconnaît, le salarié ne subventionne aucun culte. La République ne reconnaît aucun culte, ça veut dire que constitutionnellement, il est impossible de mettre dans la loi la désignation d'une religion. Donc à aucun moment dans cette loi, vous n'avez ni le mot islam, ni le mot musulman. Et c'est important de le rappeler. Et c'est au contraire une démarche qui protège les musulmans. Les musulmans, je voudrais rappeler que ce sont les premières victimes de l'islamisme dit radical.
dans le monde, quand vous avez des offensives de Daesh, des offensives d'Al-Qaïda, mais qui sont les premières victimes? Ce sont les populations. Et qui sont les premières victimes de cet endoctrinement? Ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont venus nous voir quand on les a consultés avec Gérald Darmanin et qui nous ont dit, nous, parfois, on a des mosquées dans lesquelles on pratique notre religion très sereinement et dans le respect des lois de la République. Et puis parfois, on a un type qui arrive, qui prétend qu'il est imam, qui est complètement radicalisé et qui renverse complètement l'organisation de notre mosquée. Donc nous, on n'a plus envie que ça se produise. Et donc je crois qu'il faut accompagner et soutenir cette démarche. Et évidemment, la laïcité, elle prévoit la séparation entre les églises et l'État. Mais la laïcité, elle prévoit aussi la liberté de culte et la liberté de conscience, donc la liberté de pratiquer sa religion sans être inquiété pour cela très librement, puisqu'en France, il n'y a pas d'ailleurs de religion d'État, donc chacun est libre d'avoir la religion qu'il souhaite avoir et même de changer de religion s'il le souhaite au cours de sa vie. C'est une liberté là aussi qui est garantie et qui sera renforcée. Alors, j'élargis peut-être un petit peu le débat. J'ai encore 2 toutes petites questions à te poser pour qu'on tienne dans les 15 minutes imparties. La première, c'est qu'on a eu l'occasion d'échanger il y a quelques semaines sur les propositions qu'avaient formulées les Jeunes avec Macron. On a parlé notamment de notre proposition d'avoir des stages de 3e auprès de la police de sécurité du quotidien dans les quartiers difficiles. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on est assez persuadé, et je pense que c'est aussi au cœur des débats sur cette question du séparatisme, que la lutte contre le séparatisme, elle commence aussi par l'égalité des chances et par permettre à chacun de trouver sa voie et de sortir évidemment soit de la pauvreté, soit d'un milieu social défavorisé, en s'élevant par la réussite républicaine. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, est-ce que tu peux faire des commentaires là-dessus? Comment est-ce que toi tu perçois la chose? Est-ce que pour toi c'est quelque chose, bon, c'est pas forcément dans ce projet de loi, bien qu'il y a évidemment des éléments sur l'école. Comment est-ce qu'on peut travailler aussi sur cet aspect-là de lutte contre les séparatismes? Moi, je partage complètement cette vision déjà, mais je pense qu'il faut que la République marche sur 2 jambes, une jambe préventive, une jambe répressive. Et à la fois, je crois qu'il faut être extraordinairement ferme vis-à-vis de tous ceux qui contreviennent aux valeurs de la République. Quand on a, par exemple, quelqu'un, d'ailleurs plusieurs adultes dans une famille qui se mettent à tondre une jeune fille parce qu'ils désapprouvent ses choix amoureux, je crois que c'est assez naturel qu'on soit très ferme dans la réaction, et on l'a été avec Gérald Darmanin, et de renvoyer ces personnes-là dans leur pays d'origine, puisqu'elles ne partagent pas manifestement les valeurs de la République. Pour autant, je crois qu'il est absolument fondamental d'intégrer l'ensemble des étrangers qui souhaitent s'intégrer. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai souhaité proposer au président de la République et au Premier ministre qu'on naturalise les travailleurs étrangers qui ont été en première ligne pendant la période de confinement et qu'on accélère leur naturalisation. On a reçu, depuis que j'ai proposé ça au préfet, plus de 650 demandes de personnes qui sont des personnes qui n'ont pas encore la nationalité française et qui disent moi, j'ai participé à l'effort de la nation et je souhaite vous rejoindre, devenir votre compatriote. Et moi, je trouve ça très exaltant. Et donc, on est en train d'examiner ces dossiers et d'accélérer le plus possible la naturalisation pour l'ensemble de ces personnes. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire qu'on a décidé d'élargir les critères sur demande du député Mounir Majoubi, qui nous a demandé que ça soit élargi également aux professions indépendantes. Et c'est un sujet sur lequel on a donné notre accord. Et donc, on élargira ces critères aux personnes qui ont exercé dans des professions indépendantes pendant la période de confinement. Et moi, je crois que le gouvernement n'a pas à rougir des actions qui sont mises en œuvre. Si on prend par exemple le plan Borloo, c'est une suite de mesures qui a été présentée. Une seule mesure qui concerne l'égalité des chances et la politique de la ville, on a beaucoup fait. Et peut-être qu'on a peu communiqué. Mais quand on dédouble les classes de CP et de CE1 dans toutes les zones d'éducation difficiles, je crois que c'est une mesure de prévention extraordinaire. Vous pouvez être 10 ou 15 dans votre classe pour apprendre à lire. Je crois que c'est assez formidable. Quand on crée le dispositif quartier d'été, qui est financé en grande partie aussi par le ministère de l'Intérieur, le président de la République s'y est rendu d'ailleurs à Chambord pendant cet été, ça veut dire qu'on fait une offre de loisirs, une offre payée, financée, organisée par la République avec des associations, avec des élus locaux, pour que les jeunes dans les quartiers ne soient pas désœuvrés pendant la période de l'été. Et pour finir, peut-être sur la proposition des JAM du stage de 3e avec la police nationale, on a déjà parlé, moi je trouve que c'est une idée absolument formidable. On est un peu stoppé, on est mis sur pause pour la mise en œuvre à cause des mesures liées à la pandémie de Covid-19. Mais dès que possible, on pourra mettre en œuvre, dès lors qu'on sera déconfiné, on mettra en œuvre cette belle proposition qui permet de rapprocher la jeunesse et la police et de faire se rencontrer tout le monde.
Et donc la preuve que quand on est chez les jeunes avec Macron, on peut faire des propositions très concrètes qui peuvent Ouais. potentiellement trouver une application réelle. C'est la beauté de l'engagement jeune en politique. Peut-être une toute petite conclusion de ta part sur qu'est-ce qu'on peut apporter dans cette réflexion que nous on mène sur les séparatismes? Qu'est-ce qu'on peut apporter au gouvernement, au parlement et à l'Assemblée nationale sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion vers lesquelles ce serait plus intéressant qu'on s'oriente pour toi? Moi, je crois que la voix de la jeunesse, elle est primordiale parce que moi, j'observe que je me permets de chez femmes aux inégalités, aux injustices que les jeunes générations le sont et moins connectées. Et donc, moi, je crois que cette voix de la jeunesse, elle est absolument fondamentale. Et ça, c'est les JAM qui peuvent l'apporter. Vous avez aussi cet esprit pragmatique de concrétisation dans le concret, dans le dur. Donc nous, on va présenter le 9 décembre, pour l'anniversaire de la loi de 1905 avec Gérald Darmanin, ce projet de loi en Conseil des ministres. Mais bien évidemment, on attend d'ores et déjà l'ensemble des réactions des jeunes avec Macron, que ce soit des réactions de soutien. Et on a vraiment beaucoup besoin de soutien parce que ce sont des sujets difficiles et le président de la République est courageux de sortir la poussière du tapis et de mener ce combat contre l'islamisme radical. Donc on a vraiment besoin que les jeunes puissent nous soutenir, mais que ce soit aussi des réflexions critiques, des propositions, des pistes d'amélioration pour être sûr que vraiment sur le terrain, avec l'ensemble des associations qui sont organisées, ce projet de loi trouve une traduction véritablement concrète. Et on sait que chez les JAM, vous êtes très attachés à ce que les choses et que la politique soit concrète, pragmatique et efficace, et je crois qu'on partage ça avec vous. Exactement. Bah, écoute, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir, pris ce temps dans cet Merci agenda un peu chargé, en termes de sécurité. Bon courage pour, les prochains jours. Bon courage pour la présentation de ce projet de loi début décembre et puis on te fera parvenir évidemment les conclusions, de nos travaux sur ce sujet dès lors qu'elles seront sorties. Merci à avec tous de grand nous plaisir. avoir suivis. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À très vite.